Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation après des mois de soins méticuleux? Vous regardez votre carré de pommes de terre, luxuriant, vert et dressé bien haut, et vous êtes certain d'obtenir une récolte abondante. En voyant un feuillage aussi éclatant, n'importe qui supposerait que les racines regorgent de gros tubercules fermes et bien ronds. Cependant, ce moment d'excitation, lorsque vous enfoncez votre fourche dans le sol, se transforme en une profonde déception. Dès que la première pelletée de terre est retournée, vous vous figez. Sous cette terre meuble et sombre, il n'y a rien. Ou pire, seulement quelques minuscules excroissances de la taille d'une bille accrochées aux racines. Les feuilles étaient magnifiques. Les tiges étaient robustes, mais la récolte est un désastre. Vous avez passé des mois à arroser. Vous avez dépensé de l'argent en engrais. Vous avez passé des heures à botter la terre. Alors, pourquoi la plante vous a-t-elle trahi? La vérité est douloureuse, mais simple. Vous ne cultiviez pas des pommes de terre. Vous cultiviez une haie. Vous nourrissiez les feuilles, mais vous affamiez les tubercules. Vous offriez une suite de luxe au feuillage, tout en rendant le sous-sol, la terre, inhabitable pour la véritable culture. Dans cette analyse approfondie, nous allons déconstruire le piège de la feuille verte. Nous allons examiner les raisons biologiques de cet échec et, plus important encore, comment vous pouvez inverser la tendance dans l'ADN de votre plante pour qu'elle cesse de produire de la verdure et commence à produire des tubercules massifs et de haute qualité. Si vos pommes de terre sont toutes en apparence et sans résultat, le problème ne vient pas des graines, ni de votre manque de main verte. Il s'agit d'une incompréhension fondamentale de ce que veut réellement un plant de pommes de terre. Avant de résoudre le problème, nous devons comprendre la science derrière la croissance d'une pomme de terre. De nombreux jardiniers traitent les pommes de terre comme des tomates ou des poivrons. Mais la pomme de terre est une machine biologique complètement différente. La pomme de terre est un organe de stockage. Son seul but biologique est de stocker l'excès d'énergie pour la génération suivante. Cependant, la plante est égoïste. Si l'environnement est trop confortable ou si l'équilibre des nutriments est faussé, la plante choisira de dépenser son énergie dans une expansion vers le haut, c'est-à-dire les feuilles et les tiges, plutôt que dans des économies à long terme, c'est-à-dire les tubercules. Pour qu'un plant de pommes de terre commence la tubérisation, le processus de formation des tubercules, il doit ressentir un ensemble spécifique de déclencheurs environnementaux. 1. Une température du sol stable. Les pommes de terre sont fondamentalement des cultures de temps frais. Si les feuilles aiment le soleil, les racines détestent la chaleur. Si la température du sol dépasse 24 degrés Celsius 75 degrés Fahrenheit, la production de tubercules peut s'arrêter net. La plante passe en mode survie. Maintenant, les feuilles envient, mais refusant de stocker de l'énergie sous terre. 2. Une humidité constante. La pomme de terre est composée à environ 80% d'eau. Si le sol est de véritables montagnes russes, passant de la sécheresse du désert à l'humidité de la mousson, la plante subit un stress. Le stress pousse la plante à privilégier la survie immédiate, le feuillage au détriment du stockage, les tubercules. 3. La priorité au potassium. Si l'azote est le signal de départ pour les feuilles, le potassium K est le signal de départ pour les tubercules. Le potassium est responsable du déplacement des sucres créés par la photosynthèse dans les feuilles vers les racines. Sans suffisamment de potassium, ces sucres restent simplement dans les feuilles, les rendant plus vertes et plus grandes, tandis que les racines restent vides. 4. L'obscurité dans la zone racinaire. Les tubercules sont des tiges modifiées, pas de véritables racines. Ils sont incroyablement sensibles à la lumière. Si la lumière du soleil pénètre dans le sol, ou si le bottage est insuffisant, la plante produira de la chlorophylle dans les tubercules, les rendant verts et toxiques, ou refusera tout simplement de former des bulbes. La règle d'or de la culture de la pomme de terre est la suivante: les tubercules se forment dans un état de stabilité, et non dans un état d'hypercroissance. Si vous avez des plantes gênantes et zéro pomme de terre, vous êtes probablement coupable de l'une ou de la totalité de ces 4 erreurs de jardinage courantes. 1. Le piège de l'azote. L'excès d'une bonne chose.
C'est la raison numéro 1 pour laquelle on n'obtient que des feuilles et aucun tubercule. L'azote N est le carburant de la croissance verte. Lorsque vous donnez à vos pommes de terre des engrais riches en azote, comme du fumier de poule ou du 10-10-10 standard, tout au long de la saison, vous envoyez un message constant à la plante continue à construire l'usine. Les feuilles sont l'usine, les tubercules sont l'entrepôt. Si vous donnez trop d'azote à la plante, elle dépense tout son capital pour construire une usine massive et rutilante et ne commence jamais vraiment à produire le produit à stocker dans l'entrepôt. Vous obtenez des plantes d'un vert foncé, luxuriantes et magnifiques, qui sont biologiquement détournées de leur véritable travail. 2. L'étouffement, un sol compacté et pauvre en oxygène. Les pommes de terre ont besoin de respirer. Beaucoup de jardiniers pensent que parce que les pommes de terre poussent sous terre, elles aiment être enterrées profondément dans un sol lourd et dense. C'est une erreur. Les tubercules ont besoin d'espace physique pour se développer. Si votre sol est très argileux ou s'il a été piétiné et compacté, la résistance est trop élevée. La plante ressent la pression et décide que cela ne vaut pas la peine de faire l'effort de pousser contre la terre dure. Au lieu de cela, elle envoie cette énergie vers le haut, dans l'air, où il n'y a aucune résistance. L'absence d'oxygène dans le sol signifie l'absence d'énergie pour le processus métabolique de création des tubercules. 3. Le cycle sécheresse-inondation. Un arrosage irrégulier. Êtes-vous un arroseur du dimanche? Laissez-vous le sol devenir sec comme un os pendant la semaine, pour ensuite l'inonder le dimanche. C'est la recette de l'échec. Lorsque le sol s'assèche, les délicats poils absorbants qui facilitent la croissance des tubercules meurent. Lorsque vous inondez soudainement le sol, la plante connaît une poussée de croissance du feuillage, mais les racines sont trop endommagées pour former des tubercules solides. Cette irrégularité conduit souvent à la maladie du cœur creux ou à de petites pommes de terre noueuses qui ont l'air d'avoir fait de la guerre. 4. Le surmenage de la terre. Une culture et un bottage excessif. Il existe un mythe selon lequel il faut constamment creuser, biner et remuer la terre autour de ces pommes de terre. Bien que le bottage soit important, le faire de manière trop agressive ou trop souvent peut être contre-productif. Chaque fois que vous creusez profondément près de la base de la plante, vous déchirez les stolons, ces tiges souterraines qui se transforment en pommes de terre. Si vous n'arrêtez pas de rompre les cordons ombilicaux des tubercules, la plante abandonnera le sous-sol et se concentrera entièrement sur les feuilles. De plus, un labourage excessif détruit les réseaux fongiques, les mycorhizes, qui aident la plante à absorber les minéraux. Si vous êtes en milieu de saison et que vous réalisez que vos plantes sont trop grandes et vos tubercules trop petits, ou si vous planifiez la saison prochaine, voici votre plan de redressement en 5 étapes axées sur les tubercules. 1. Modifiez l'équilibre nutritionnel. Arrêtez l'azote immédiatement. Si vos plantées sont déjà grandes, elles ont tout l'azote dont elles ont besoin. Passez à un engrais riche en phosphore P et surtout en potassium K. Cherchez du sulfate de potasse ou des cendres de bois avec modération. Cela indique à la plante l'usine est construite. Commence maintenant à remplir l'entrepôt. 2. La méthode du paillage épais. Au lieu de creuser et de buter constamment avec de la terre lourde, passez à une épaisse couche de paillis, de paille, de tonte, de gazon séché ou de feuilles déchiquetées. Visez une couche de 15 à 20 cm, 6 à 8 pouces d'épaisseur. Cela a 3 effets. Cela maintient la température du sol fraîche, ce qui est crucial pour la tubérisation. Cela retient l'humidité. Vous n'avez donc pas besoin d'arroser aussi souvent. Cela offre un environnement à faible résistance où les pommes de terre peuvent se développer facilement sans avoir à lutter contre l'argile dure. 3. La stabilité plutôt que la quantité. Arroser en profondeur, mais de manière régulière. L'objectif est que le sol ressemble à une éponge essorée à tout moment. Utilisez un tuyau goutte à goutte si possible. Évitez de mouiller les feuilles, car cela entraîne le mildiou. Mais gardez cette zone racinaire hydratée. 4. Protégez la structure du sol. Arrêtez de marcher sur vos plates-bandes. La compression est l'ennemi de la pomme de terre. Créez des allées dédiées et ne marchez jamais là où poussent les pommes de terre. Plus le sol est meuble, plus les tubercules seront gros. 5. Laissez le sol tranquille. Une fois la plante butée et paillée, arrêtez de l'inspecter. Ne creusez pas autour pour voir si elle pousse.
Chaque fois que vous perturbez le sol, vous modifiez le microclimat et stressez la plante. Faites confiance au processus. Lorsque nous parlons de modifier l'équilibre nutritionnel, nous ne disons pas simplement d'ajouter de l'engrais. Nous parlons d'un pivot biologique fondamental. Considérez l'azote N comme la peinture verte sur la voiture et le potassium K comme le carburant dans le moteur. Si vous continuez à peindre la voiture en ajoutant de l'azote, elle est magnifique dans l'allée, mais elle n'ira nulle part. Pour déplacer l'énergie des feuilles vers les tubercules, vous avez besoin d'une poussée de potassium. Le potassium est le gardien du système vasculaire de la plante. Il régule l'ouverture et la fermeture des stomates et, plus important encore, il facilite la translocation des sucres. Pendant la journée, les feuilles sont occupées à réaliser la photosynthèse, créant de l'énergie à partir de la lumière du soleil. Dans un environnement riche en azote, la plante utilise cette énergie pour fabriquer plus de feuilles. Mais lorsque les niveaux de potassium sont élevés, la plante reçoit un signal chimique pour transporter ses sucres le long des stolons et les injecter dans les tubercules en développement. C'est ainsi qu'une racine gorgée d'eau devient une pomme de terre riche en amidon et en nutriments. L'oxygène est l'ingrédient secret. Nous oublions souvent que les racines et les tubercules ont autant besoin de respirer que les feuilles ont besoin de la lumière du soleil. C'est le paradoxe de l'aération. Bien que la pomme de terre pousse dans l'obscurité, elle nécessite un échange constant de gaz. Lorsque le sol est compacté, que ce soit par de fortes pluies, l'utilisation de machines lourdes ou simplement les pas du jardinier, les minuscules poches d'air, les macropores, s'effondrent dans le sol. Cela crée un environnement anaérobie. Dans un sol anaérobie, le métabolisme de la plante ralentit considérablement. Il faut une quantité massive d'énergie métabolique pour gonfler un tubercule de pomme de terre. Si le sol est trop dense, la plante n'a tout simplement pas le souffle nécessaire pour repousser la terre et faire grossir le tubercule. C'est pourquoi on ne trouve souvent que des feuilles dans les jardins très argileux. La plante a fière allure au-dessus du sol car l'air y circule librement et facilement. Mais en dessous, c'est comme essayer de gonfler un ballon à l'intérieur d'une boîte en briques. Pour y remédier, vous devez privilégier la structure du sol plutôt que sa profondeur. C'est là que les méthodes sans labour deviennent révolutionnaires pour les cultivateurs de pommes de terre. Au lieu de creuser un trou profond et étouffant, vous placez le plant de pommes de terre à la surface et le recouvrez de matière organique meuble. Cela garantit que les tubercules en développement sont entourés d'un milieu composé à 50% d'air et à 50% de matière organique. Dans de nombreuses communautés agricoles traditionnelles, comme les Amish en Amérique du Nord, on observe certains des rendements de pommes de terre les plus élevés au monde sans l'utilisation de produits chimiques de haute technologie. Pourquoi? Parce qu'ils suivent une philosophie que la plupart des jardiniers modernes ont oubliée. Les Amish ne cultivent pas des pommes de terre. Ils cultivent le sol. Ils comprennent qu'une pomme de terre n'est que le reflet de la santé de la terre dans laquelle elle se trouve. Ils n'utilisent donc pas d'engrais concentrés à action rapide qui font exploser la plante de croissance verte. Au lieu de cela, ils utilisent du compost bien vieilli et des quantités massives de couverture organique. Ils évitent également l'entretien excessif. Un jardinier moderne est souvent trop occupé, toujours en train de désherber, de biner, de fouiller. La méthode Amish est celle d'une croissance paisible. Ils paillent abondamment pour étouffer les mauvaises herbes, puis ils laissent la plante tranquille. Ils comprennent que la pomme de terre a besoin d'une matrice calme, sombre, fraîche et non perturbée pour pousser. Si vous voulez de meilleures pommes de terre, vous devez apprendre à être un jardinier plus paresseux, mais de la bonne manière. Les Amish et d'autres cultures agricoles traditionnelles ne considèrent pas le paillis comme une simple couverture. Ils le voient comme un système digestif vivant et respirant pour la plante. Dans un jardin moderne, on voit souvent de la terre nue entre les buttes de pommes de terre. C'est une erreur. Un sol nu est un sol stressé. Il se réchauffe trop vite. Il perd son humidité trop rapidement. Et il forme une croûte, empêchant les échanges gazeux. L'approche traditionnelle Amish utilise la philosophie d'une zone racinaire fraîche. En appliquant une épaisse couche de 20 cm 8 pouces de foin gâté ou de paille, il crée un tampon biologique. Ce paillis agit comme un climatiseur. Même lors d'une journée caniculaire à 35 degrés Celsius,
Le sol sous un épais paillis de paille peut rester à une température confortable de 18 degrés Celsius. Étant donné que les pommes de terre cessent de produire des tubercules dès que le sol devient trop chaud, cette régulation de la température est le facteur le plus important de leur rendement massif. De plus, en se décomposant, ce paillis nourrit les vers de terre et les microbes du sol. Ces ingénieurs souterrains créent un réseau de tunnels qui aèrent naturellement le sol, faisant le travail du binage sans jamais endommager les délicats stolons de la pomme de terre. Lorsque vous suivez cette philosophie, vous ne vous contentez pas de couvrir les pommes de terre. Vous créez un écosystème stable et autonome. La plante ne ressent pas le besoin de paniquer et de faire pousser plus de feuilles pour survivre, car ses racines sont dans un état de bonheur parfait, frais et humide. Cette stabilité est la recette secrète des carrés de pommes de terre les plus productifs au monde. Elle transforme le jardin d'un projet nécessitant beaucoup d'entretien en une usine à tubercules autosuffisante. Dans le monde du jardinage, la beauté peut être un mensonge. Un plant de pommes de terre vert, luxuriant et imposant est certainement beau à regarder. Mais dans le contexte d'une récolte, c'est souvent un voile vert cachant une culture ratée. Si votre jardin est plein de feuilles, mais que votre cuisine est vide de pommes de terre, souvenez-vous de ceci. Un feuillage luxuriant est le signe d'une plante en bonne santé, mais ce n'est pas la garantie d'un rendement sain. En fait, les plantes de pommes de terre les plus productives ont souvent l'air un peu débraillées ou modestes vers la fin de leur cycle de vie. Le problème ne vient pas de vos graines. Ce n'est généralement pas la météo. Et ce n'est pas un manque d'effort. Le problème est un manque de concentration. Arrêtez de nourrir les feuilles. Arrêtez de stresser les racines. Arrêtez de compacter la terre. Si vous traitez le sol comme un sanctuaire, frais, sombre, humide et riche en potassium, les pommes de terre viendront. La plante veut vous donner des tubercules. Vous devez juste arrêter de lui donner des raisons de faire autre chose. Le mot de la fin, si vos pommes de terre sont toutes vertes et sans or, le problème vient de la terre, pas de l'ADN. Réparez l'environnement et la plante réparera la récolte. Avez-vous déjà fait l'expérience du piège de la feuille verte? Avez-vous déjà déterré une plante massive pour ne trouver que des pommes de terre de la taille d'une bille? Qu'avez-vous fait pour y remédier? Parlons-en dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos échecs et vos victoires. Nous apprenons tous ensemble de la terre. Si cette plongée au cœur de la vie secrète des pommes de terre a changé votre façon de voir votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités agricoles qui ont été enterrées pendant trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. La prochaine récolte de connaissances sera bientôt prête.